Sans son consentement, Wilkins montre le cliché 51 à James Watson, jeune chercheur de Cambridge. Ce dernier, avec Francis Crick, travaille lui aussi sur l'ADN, mais sans données expérimentales directes. En découvrant la photographie, Watson est stupéfait. Ma mâchoire s'est ouverte et mon pouce est emballé. La photographie de Franklin devient la pièce manquante qui leur permet de construire leur célèbre modèle de la double hélice. En vrai de vrai, j'aime bien bâcher Watson et Crick. Mais rendons à César ce qui est à César. À ce moment-là, Watson et Crick, ils essayaient de déterminer quelle était la structure de l'ADN à partir des propriétés chimiques de celle-ci. D'accord ? Et du coup, ils avaient 2 modèles sur la table et ils n'arrivaient pas, en fait, à choisir l'un des 2. Il n'y en avait aucun des 2 qui était meilleur que l'autre, théoriquement. Ils avaient un modèle où l'ADN était à double hélice et ils avaient aussi un modèle à triple hélice, où il y avait donc 3 brins d'ADN enroulés l'un autour de l'autre. Et les 2 modèles étaient aussi stables l'un que l'autre d'un point de vue biochimique, en fait. Et donc sur la théorie, ils étaient incapables de dire si c'était l'un ou l'autre, sans une expérience qui leur montre. Donc en fait, dans tous les cas, ils avaient fait une bonne partie du boulot, en fait. Ils étaient en mode, ok, le seul truc qui nous manque, c'est comment on fait pour savoir si c'est l'un ou si c'est l'autre. Et c'est juste que c'est ce cliché qui leur a permis de trancher et de dire, ok, c'est le système à double hélice qui existe, en fait. Mais ils étaient vraiment pas loin, en fait. Ils étaient arrivés à la dernière étape et ils avaient aucun moyen de décider juste sur des bases théoriques lequel des 2 modèles était le bon. En avril 1953, 3 articles fondamentaux sur l'ADN paraissent dans la revue Nature. Le premier article, signé par Watson et Crick, propose le célèbre modèle en double hélice, fondé sur des raisonnements théoriques et des données expérimentales issues d'autres laboratoires, notamment le cliché 51, transmis à leur insu par William Wilkins. Le second article, coécrit par Wilkins, Stock et Wilson, présente des résultats de diffraction des rayons X qui confirment la présence d'une structure hélicoïdale en cohérence avec le modèle proposé. Donc Wilkins, il est allé écrire un papier de son côté, avec Wilson, enfin avec 2 autres mecs, mais pas avec Rosalind. Okay. Le troisième article, rédigé par Rosalind Franklin, directement, et Raymond Gosling, expose avec rigueur leurs propres données expérimentales, parmi les plus décisives, mais sans que Franklin ait été informé de leur utilisation préalable par Watson et Crick. Bien que sa contribution soit déterminante, elle n'est mentionnée que brièvement dans les remerciements. Elle est même pas en genre 3e ou 4e auteur. Non. Dans cet article-là, non. Ou même chez Wilkins. Elle est juste dans les remerciements. Watson la surnomme plus tard dans ses mémoires Rosie, un diminutif qu'elle n'a jamais utilisé et qu'elle détestait. Donc bon, classique shit, hein, quand tu veux mépriser notamment une femme, mais une personne en général, ça marche pas que pour les femmes, tu vas leur donner un petit surnom, hein, un petit surnom qu'ils n'ont jamais utilisé, voire même qu'ils détestent ou qu'elle déteste dans ce cas-là. Donc voilà. Hein, voilà. Il la décrit comme austère, inflexible, difficile. Un portrait injuste qui trahit davantage les préjugés de l'époque que la réalité de sa personne. Pas loin de ma poule. Ouais, non, mais c'est ça. C'est vraiment ça. Je pense qu'à cette époque-là, pour être une nana dans un monde scientifique ultra masculin, t'avais intérêt à pas te laisser marcher sur les pieds. Donc oui, forcément, les hommes autour de toi, ils allaient être en mode « Oh là là, elle est pas douce, elle est pas machin, elle est pas gna. Parce que t'es obligé, en fait, d'être comme ça, en fait, dans un contexte pareil, en fait, si tu veux te faire respecter un minimum. De la même manière que n'importe quelle nana qui va travailler, même aujourd'hui, dans un domaine ultra masculin, bah t'as intérêt à pas te laisser marcher sur les pieds si tu veux que tout se passe bien, en fait. Et tu vas pas être vue comme une nana rigolote, du coup, hein. Que tu le sois ou que tu le sois pas, hein. Même de nos jours, dans un certain milieu scientifique, si t'es pas un dragon, tu te fais marcher dessus. Ouais, dans mon institut, sur les 30 ou 32 chefs d'équipe qu'il y avait, il y avait seulement 2 femmes. Et les 2, un peu tout le monde quand on en discutait à la pause café ou quoi, on les trouvait vraiment pas cool, quoi. On les trouvait vraiment durs, on les trouvait pas gentils, pas sympas, pas machin, nanana. Et une fois, on en discutait, et on disait, mais en même temps, elles ont tellement dû se battre pour être là où elles en sont, elles sont obligées d'être comme ça. C'est le contexte qui les a rendues ultra dures.
Parce qu'il a fallu déjà, qu'elle se surpasse plus que la plupart des gens pour avoir le droit d'être là. Et en plus de ça, le fait d'être dans un milieu typiquement masculin, donc vu comme il y a que les durs à cuire qui arrivent à rentrer, mais en fait ça fait aussi une sélection des femmes qui ont le caractère le plus dur, qui vont réussir à s'imposer là-dedans, alors que des femmes tout aussi brillantes, mais qui auraient un caractère, on va dire, un peu plus doux, vous voyez ce que je veux dire, arriveraient pas à s'imposer là-dedans. Et donc à la fin, forcément, t'as sélectionné que les femmes avec ce caractère-là qui arrivent à être chef d'équipe. Et du coup, quand on a commencé à réaliser ça et tout, on a énormément relativisé en se disant « Ouais, elles sont peut-être casse-couilles les deux, mais cool quand même qu'elles soient là en fait. » C'est comme les pauvres qui détestent les autres pauvres, c'est particulièrement fort chez les transfuges de classe. Oui, voilà, il y a ça. C'est ce qu'on dit pour certaines femmes un peu comme ça. On dit qu'elles ont un comportement de ce qu'on appelle de queen bee. En gros, elles vont même être elles-mêmes plus dures avec les autres femmes parce qu'elles ont tellement dû se battre pour en être là qu'elles veulent, on va dire, former les jeunes femmes de leur équipe au fait que ça va être dur et au fait qu'il va falloir qu'elles se renforcent et qu'elles soient comme ça. Et donc du coup, elles vont être encore plus exigeantes, du coup, elles-mêmes dans leur équipe avec les femmes qu'avec les hommes. Enfin bref, il y a tout un truc comme ça, etc. Donc voilà. Bref, ses collègues masculins l'appellent la Dark Lady de l'ADN. Moi je trouve ça classe comme nom. Blessée, fatiguée par ce climat toxique, Franklin quitte le King's College dès la fin 53. Mais loin d'abandonner, elle rebondit immédiatement. Et c'est vrai que, moi, à part ça, je suis pas au courant de ce qu'elle a fait derrière. Et je suis très curieuse de savoir ce qu'elle a fait derrière. Donc c'est parti. La renaissance scientifique, les virus. Elle rejoint alors le Birkbeck College, un établissement de l'université de Londres situé à Bloomsbury, sur l'invitation du physicien John Bernal, qui la qualifie de brillante expérimentatrice. Elle y obtient un poste de chercheuse senior à la tête de son propre groupe de recherche, financé par l'Agricultural Research Council. Là, elle applique ses compétences en diffraction X à un nouveau domaine, les virus. Elle se lance dans l'étude du virus de la mosaïque du tabac, un petit virus végétal très étudié. Avec son équipe, les doctorants Kenneth Holmes et John Finch, le jeune chercheur postdoctoral Aaron Klug, futur prix Nobel, ainsi que l'assistant de recherche James Watt, elle démontre que l'ARN du virus est situé à l'intérieur d'une coque protéique hélicoïdale. Oh là là, comment ça se fait qu'elle nous fait pas les cafés ? Chef d'équipe, chercheuse senior, qui a des doctorants sous sa hopette, qui a un assistant. Alors ça, il y en avait, il devait s'étouffer en buvant le café, de se dire qu'une femme avait un assistant. Voilà. Et l'un de ses postdocs qui deviendra prix Nobel. Voilà quoi, c'est magnifique. Magnifique. Belle remontée quoi. Cette découverte est essentielle car elle montre la forme 3D du virus, explique comment l'ARN est protégé à l'intérieur et crée les bases pour mieux comprendre les virus. Cela a aidé à progresser dans la recherche pour trouver des traitements contre les infections virales. Entre 53 et 58, elle publie plus de 15 articles majeurs établissant les bases de la virologie moléculaire. Elle travaille également sur la structure du virus de la polio, en collaboration avec le futur prix Nobel Aaron Klug, récompensé en 1982 pour son développement de la microscopie électronique cristallographique et l'élucidation des complexes biologiques entre acides nucléiques et protéines. Elle est enfin dans un environnement où elle est écoutée, respectée et même admirée. J'espère bien qu'elle est écoutée et respectée en tant que chef d'équipe, quand même un minimum. Enfin,